Tous les jours dès 16h, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires qui, comme la dynamite, font souvent beaucoup de bruit. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Et aujourd'hui, Clémentine, vous nous racontez un personnage injustement oublié, qui a tout explosé aussi, et fait voler en éclats un certain nombre de pratiques ancestrales. Son nom, Louise de Kerailloux-Robert. Et oui, Stéphane, vous allez voir que vous allez être surpris par cette dame, Louise Guillemant de Kerailloux, issue d'une famille de Elle est bretonne. Exactement, petite noblesse bretonne, et elle naît le 27 janvier 1756, on ne sait pas où au juste, à Paris ou à Valence. Et son père est d'abord un homme d'armes, il s'est distingué en combattant sur tous les champs de bataille de la guerre de 7 ans, mais il a raccroché son baudrier pour devenir homme de lettres. Il est professeur de tactique à l'école royale militaire, rédacteur dans le journal des savants, académicien, censeur royal, et il est également traducteur. Et chose plutôt rare pour l'époque, la mère de Louise, Françoise Abeille, est également traductrice et écrivain. Sans surprise, entourée de tels parents, Louise manifeste une exceptionnelle précocité intellectuelle. À 16 ans, elle traduit un premier livre de l'italien au français, puis passant à l'anglais, elle traduit Le Voyage dans les deux Siciles. Le Voyage dans les deux Siciles, c'est un livre à succès d'Henry Swinburne, qui à l'époque est un vrai best-seller. Bien vite, elle trouve son sujet de prédilection, l'histoire des femmes. 5 volumes narrant la légendaire rivalité entre Élisabeth Ier et Marie Stuart sont suivis d'une ambitieuse collection des ouvrages français écrits par des femmes. Alors cette collection, elle est publiée entre 1786 et 1789 et dédicacée à sa mère. Elle écrit, donc Louise, mais ça ne lui suffit pas. Elle va devenir imprimeur et libraire. Et en 1786, avec l'aide financière de son père, elle installe chez elle une presse à imprimer. C'est déjà quand même assez extraordinaire. Une des premières éditrices de l'époque. Bon, alors on peut se dire, ça y est, elle est éditeur, elle imprime des livres. Fin de l'histoire, après quelques livres, une faillite, un mariage, de nombreux enfants. Eh ben pas encore, parce que la Révolution éclate. En juillet 89, Louise a 33 ans, et pour elle, la Révolution est une révélation, ou plutôt une éclosion. Pour commencer, elle fonde un journal politique. Intitulé Journal d'État et du citoyen, elle devient ainsi la première femme rédactrice en chef de l'histoire de France. Oui, c'est Louise de Kerailloux. Elle est au demeurant la principale rédactrice de son propre journal, et elle écrit sur tous les sujets, politique, chronique judiciaire, spectacle, traduction de journaux anglais, critique de livres. Ses prises de position font d'elle une pionnière de l'activité politique féminine et l'une des premières militantes républicaines de notre histoire. Bon, voyez, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de cette femme? J'aimerais bien le savoir. Alors, vous en parlez. Mais comment vous l'avez découvert? Je l'ai découvert alors que j'écrivais quelque chose sur Christine de Pisan, et j'ai découvert qu'elle est la première, c'est elle qui a découvert que les écrits de Christine de Pisan étaient bien d'elle, et parce qu'ils étaient attribués auparavant à Boccace. Donc c'est comme ça que j'ai découvert, et je suis allée gratouiller en me disant, mais qui est cette femme qui publie ça déjà à cette époque? Sa revue qu'elle écrit toute seule, elle sera publiée pendant 2 ans, plus de 200 numéros, pas loin de 7000 pages, 2 ans d'un travail acharné. C'est pas... elle me fait penser à moi finalement, cette dame. 7000 pages, 2 ans d'un travail acharné. En toute modestie, bien sûr. Non, vous allez voir que non, en fait, pas du tout. Alors, en novembre 1789, cette révolution à laquelle elle a adhéré avec fougue lui refuse le droit d'être imprimeur pour la seule raison qu'elle est une femme. Non. Qu'à cela ne tienne, elle continue de plus belle à écrire, et elle fait dans ses articles des propositions avant-gardistes. Et nous y voilà, et ça va vous dire quelque chose. En 1790, c'est elle qui propose d'introduire et d'imposer le tutoiement pour tous, en signe de fraternité. C'est également elle qui œuvre pour que les mots madame et monsieur soient remplacés par citoyen et citoyenne. Donc on sait que ça se pratiquait ça sous la Révolution. Moi, jusqu'à une époque récente, j'ignorais que c'était grâce à Louise de Kerailloux. Et quand elle-même épouse le citoyen Robert, j'espère que mon mari m'écoute, elle est la première femme à mettre un trait d'union entre son propre nom et celui de son mari. Vous aviez un trait d'union, vous? Oui, moi j'ai un trait d'union entre mes deux noms. Bah oui, c'était pour s'appeler Portier. J'ai beau aimer mon mari, quand même, il y a des limites à mon dévouement. Alors, le tutoiement pour tous, la disparition de madame, la conservation du nom de jeune fille, l'animation des sociétés de femmes, quel magnifique héros, H-E accent aigu R-A-U-T, de la cause des femmes, vous trouvez pas? Eh ben, pas tant que ça, figurez-vous. Car en réalité, pour républicaine qu'elle soit, Louise ne croit
pas du tout à la capacité des femmes à être partie prenante dans les décisions politiques. Son idéal politique est même une société sexiste. Voilà ce qu'elle écrit. Je ne crois pas que les femmes puissent jamais avoir une part active dans les choses du gouvernement. Et plus loin, contentes d'apprendre à leurs enfants les décrets de l'Assemblée, les femmes n'ambitionneront ni de les faire, ni de les dicter. Quel étrange paradoxe pour une pionnière du journalisme. Quoi qu'il en soit, Louise met fin à sa carrière de journaliste quelques mois avant la naissance de sa fille. Elle va cesser toute activité militante et écrira en 1808 un roman à l'eau de rose intitulé Amélia et Caroline ou l'amour et l'amitié, qu'elle dédicace en ces termes à son mari devenu après la Révolution négociant en alcool. Depuis 20 ans, je n'ai rien publié. Depuis 20 ans, je suis à toi et c'est à l'amour conjugal que je consacre cet écrit. Citoyenne Kéralio Robert, après des débuts si prometteurs, tu parles d'une féministe. Ouais. Elle a tourné sa veste. Ils lui ont... Non, elle est morte en 1839. Elle est morte dans son lit. Elle est morte dans son lit. Ok. Ce sont des choses qui arrivent même sous la Révolution. Comme qui disait ça, c'est Cambacérès. On lui demandait ce qu'il avait fait pendant la Révolution. Il a dit j'ai survécu, j'ai vécu. Fallait filer doux. Et puis vous auriez été guillotiné. Et vous aussi ? Bah non. Ah bah si. Ah bah je vous aurais dénoncé à la commandanture révolutionnaire. Au comité de salut public. Ah bah chapeau. Si les gens savaient vraiment ce que vous pensez, vous êtes beaucoup plus contre-révolutionnaire que moi. Okay. Merci beaucoup Clément. Merci. Et attendez, pour vous entretuer, il y a une séquence de l'émission qui est dédiée spécialement à ça. Ça s'appelle le quiz. À tout de suite pour Burn to be Alive.